Bienvenue à cette dernière partie de votre émission Avis de la diaspora sur Afro Web TV. Ça fait plaisir, chaud au cœur surtout, de vous savoir nombreux sur les plateformes, sur www.afrowebtv.com/live si vous êtes en direct avec nous, ou sur notre chaîne YouTube où vous retrouverez également les coupures de notre émission Avis de la diaspora. Aujourd'hui, nous recevons pour vous et chez vous Monsieur Léandre Apom, analyste et défenseur des droits de l'homme, Dodi Kokou en Europe aussi, qui est le citoyen engagé et un panafricaniste qui ne dit pas son nom. Merci à vous tous d'être avec nous pour cette dernière partie. On parle de ce mouvement, de cette idéologie politique qui promeut l'indépendance totale du continent africain et encourage la pratique de la solidarité entre les Africains et les personnes d'ascendance africaine. Aujourd'hui, mouvement de courant, quelle est l'incidence, quel est l'impact également donc du panafricanisme et quel est l'avenir? On en discute avec nos invités de ce jour qui nous font le privilège et l'honneur d'être avec nous pour ce numéro de notre émission Avis de la diaspora. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? On voit beaucoup gouvernants comme activistes parler du panafricanisme. Où en sommes-nous, vous qui prônez également donc l'Afrique d'abord, Monsieur Apom? Où en sommes-nous? Merci. Je crois que aujourd'hui, plus que jamais, la jeunesse africaine, les citoyens africains du continent et dans la diaspora ont compris que le panafricanisme, tant animé, chanté et prôné par nos leaders précédents, surtout de l'indépendance, est aujourd'hui, je crois qu'il y a une phase opérationnelle. Aujourd'hui, plus que jamais, un peu partout en Afrique. Et l'ère du panafricanisme est en train de prendre racine aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui a permis que beaucoup de pays ont commencé par se libérer du joug colonial, également de l'impérialisme et du néocolonialisme qui ont mis à genoux l'Afrique et qui font fuir les ressources africaines. Donc l'origine en fait du panafricanisme, c'est ce que nous avons dit déjà avec les oppositions en Afrique, le manque d'union, le manque de solidarité. Donc le panafricanisme est comme cette réponse donc à ces différentes prises qui empêchent que l'Afrique et l'Africain puissent s'autonomiser, puissent s'émanciper et puissent se développer. Donc le panafricanisme qui est cette réponse de la mise en commun des énergies exogènes et endogènes qui vont permettre donc que l'Afrique puisse non pas seulement se libérer du joug colonial, mais également d'entamer son émancipation. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, le panafricanisme prend son envol, et on le voit avec les jeunesses panafricaines au Bénin avec Kémy Séba, en Côte d'Ivoire avec Nathalie Yambe et son mentor, son nom est parti, Koulibaly, au Cameroun avec la télévision Afrique Média, on le voit également au Niger, au Burkina, au Mali et dans d'autres pays africains. Je crois que c'est ça aussi qui est le résultat de ce qui se passe aujourd'hui dans ces trois pays que je viens de citer, le Mali, le Burkina et le Niger. Et je crois que la jeunesse africaine aujourd'hui, que ce soit en Afrique et en Occident, prend conscience et s'organise en conséquence pour implémenter les objectifs du panafricanisme et se libérer totalement de l'impérialisme et pouvoir s'émanciper. Monsieur Amedodi, avez-vous l'impression comme si le colonisateur tient et reçoit en bonne et due forme les messages et discours prononcés de part et d'autre sur les réseaux sociaux comme dans des forums? Bon, comme Léon vient de le souligner, bon, le panafricanisme
tient ou bien est en passe de devenir une grande religion parce que beaucoup d'Africains ou surtout la jeunesse l'empruntent. Mais moi, j'aimerais au stade-ci de cette dynamique mettre en garde parce que même des gens du camp en face qui, du- pendant tout un temps, ont œuvré au profit de ceux qui ont leurs genoux sur le cou de l'Afrique, cherchent également à parler le langage panafricain. Suivez mon regard. Maintenant, est-ce une stratégie pour brouiller les cartes ou en tout cas est-ce une démarche opportune pour revenir dans le jeu parce qu'ils se sentent sortis? Donc, moi, j'aimerais bien que cet aspect-là également ne soit pas éludé ou en tout cas soit pris en compte, sinon nous risquons d'aller vers des lendemains douloureux et difficiles. J'en veux pour preuve le Togo, ok, avec le lancement récent de l'initiative Mansa dirigée par Alain Foka au Togo, tend à devenir le siège du panafricanisme, avec les discours du ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet. Qu'à cela ne tienne, mais est-ce que le panafricanisme deviendrait une façon de soigner l'image d'un pays à l'étranger et alors qu'à l'intérieur, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler une dictature bestiale. Ok, donc moi, c'est une interrogation ou bien c'est un aspect de la démarche panafricaine qui m'interpelle beaucoup et je lance encore un appel pour que nous prenions garde à ce genre de discours. Et aujourd'hui, il se fait que le panafricanisme est galvaudé, ou en tout cas risque d'être galvaudé, et finalement d'être vidé. C'est la crainte et c'est le risque d'être vidé de tout son sens parce que tout le monde se dit panafricain ou panafricaniste, alors que ce qui caractérise même le panafricanisme, c'est-à-dire faire en sorte que le peuple africain, les peuples africains se réapproprient leur dignité, leur souveraineté, leur dignité, ne soient pas réunis. Donc nous attendons, et je termine par là, nous attendons des leaders politiques, que ce soit les activistes ou les dirigeants, que lorsqu'ils parlent le langage panafricain, qu'ils associent les actes aux propos qu'ils tiennent. Sinon, ils risquent d'être vite reconnus comme des usurpateurs ou bien tout simplement des menteurs. Alors, quelles devront être les nouvelles résolutions du panafricanisme, Monsieur Apom? Oui, je crois que je partage les mêmes inquiétudes que Philippe sur la question de l'opportunisme qu'il a évoqué, parce que ce n'est pas nouveau. Je dirais que le panafricanisme est un danger pour l'Occident. Et donc, il met tout en œuvre pour que ce panafricanisme ne prenne pas corps. Vous allez voir que durant les luttes pour les indépendances de l'Afrique, et les pères des indépendances africaines prônaient le panafricanisme, se mettre ensemble pour faire la lutte et faire de l'Afrique une entité puissante. Et vous allez voir que quelques jours après, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont été tous assassinés. Tous ceux-là qui chantent le panafricanisme, je, je ne vais pas économiser ma pensée féconde qui me pousse à citer euh, Thomas Sankara, qui me pousse à citer Sylvanus Olympio du Togo, qui avait également ce même rêve. Je ne vais pas refuser de citer Kwame Nkrumah, je ne vais pas refuser de citer Patrice Lumumba ou même Julius Nyerere et toutes ces personnes-là qui étaient les pères fondateurs du panafricanisme. Ils ont été tous assassinés. La deuxième vague des personnes qui ont été assassinées, à leur tête, je dirais Kadhafi, qui, lui, avait un panafricanisme pratique,
un panafricanisme opérationnel qui avait déjà commencé par jeter les bases fortes d'un panafricanisme vrai et tangible, opérationnel. Il avait déjà commencé par mettre en place les infrastructures, les structures et les stratégies pouvant permettre de s'émanciper. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été assassiné. Laurent Gbagbo, qui était également un chantre du panafricanisme, a connu tout ce que nous savons. Et aujourd'hui, tous ceux-là qui sont les vrais panafricanistes sont pourchassés. Je citerai quelqu'un qui est aujourd'hui, qui est devenu un ancêtre que nous pouvons implorer, et c'est Philippe Moussiré Kalala Omotunde, l'un des personnes qui a insufflé le panafricanisme dans l'esprit de la jeunesse africaine. Et c'est grâce à leurs enseignements qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine a pris conscience de la nécessité de se mettre ensemble, de la nécessité de dire non ensemble, de la nécessité de construire ensemble le continent africain, de reprendre ce qu'est de droit aux Africains. Donc ce sont des gens. Où est-il aujourd'hui? Il est assassiné également. Donc vous comprenez que le panafricanisme est un danger pour le colon, pour l'impérialiste, pour l'Occident en général. Et tous ceux-là qui œuvrent dans le sens du panafricanisme sont atteints de ce virus d'assassinat par empoisonnement, par toutes sortes de tribulations. Et mon inquiétude donc va également du côté de ce que Philippe a évoqué. Est-ce qu'aujourd'hui, certaines personnes ne sont pas des opportunistes ou des gens qui veulent juste utiliser le panafricanisme pour se polir à l'international? Parce que quand vous voyez le discours prononcé par Robert Dussé à la tribune des Nations Unies, et également les conférences qu'ils organisent au Togo et un peu partout en Afrique, les démarches artificielles pour donner l'impression qu'ils sont en train de retracer le chemin du panafricanisme, c'est une grande inquiétude pour moi et pour beaucoup d'Africains. Et heureusement que la jeunesse africaine est éveillée, à part quelques-uns qui aiment danser dans la cour du méchant. Et je serais désolé si je ne cite pas, son nom est parti, c'est un Tchadien qui est en train de louanger fort, qui est en train de glorifier les actions de fort. Il y a beaucoup d'autres personnes également qui sont en train de danser à cette danse macabre. Mais au-delà, oui, mais monsieur Léandre, vous parlez donc du professeur Robert Dussé, mais il n'était pas le seul à tenir ce genre de discours, et ni le premier à tenir ce genre de discours à ce genre de forum. Si par exemple le forum qu'ils viennent d'organiser, Peace and Security par exemple, s'ils n'organisaient pas cela, un autre pays pouvait avoir l'initiative de l'organiser aussi. Oui, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que beaucoup d'autres tiennent ce discours. Alors, on doit encenser Robert Dussé. Robert Dussé est un opportuniste. Et ça, je ne pense pas que d'autres seront d'accord avec vous sur ce sujet. Oui, bon, je l'ai dit que je ne suis pas que il y a des Africains également qui, j'ai cité, je n'ai pas pu me rappeler de ce Tchadien qui est en train de glorifier Faure et Robert Dussé pour ce travail panafricaniste qu'ils sont en train de faire. Je l'ai dit, mais je dis seulement que l'Africain aujourd'hui n'est plus dupe. Ceux qui disent vrai, ceux qui font le vrai panafricanisme sont connus. Et ceux qui font le panafricanisme par opportunisme sont également connus. C'est ce que je dis. Mais il faut également noter que le Togo joue un très bon rôle en matière donc de médiation et travailler en bonne relation d'ailleurs avec tous ces États panafricanistes aujourd'hui, monsieur Léandre. Ça fait partie de notre sujet qui n'a rien à voir avec le panafricanisme. Il faut rappeler l'histoire à la jeunesse, à l'Afrique, aux Africains. Et Yadema, qui était le chef, le président du Togo, jouait le même rôle.
fort n'est en train que de suivre le pas de son père, qui va éteindre le feu dans d'autres pays, alors que ils ont mis le feu dans leur propre pays. Ça, c'est connu. Donc, tout ce que Ford est en train de faire, Monsieur Apom, Yadema le faisait aussi avant. Monsieur Apom, c'était quand votre dernière visite au Togo? Quand vous parlez de mettre feu dans leur propre pays. Je suis à l'écoute des cris du peuple togolais. Quand on parle de l'électricité au Togo qui est contrôlée, surchargée, quand on parle de l'accès à Internet au Togo qui est surfacturé, quand on parle de l'accès à l'eau qui aujourd'hui, on va créer une police pour l'eau, c'est le feu qu'on met dans son propre pays et on joue aux sapeurs-pompiers dans d'autres pays. C'est une réalité tangible à ne pas passer l'éponge dessus pour donner l'impression qu'il se passe quelque chose au Togo. Le Togolais souffre. Et ça, c'est connu. Le rapport qui est toujours, le rapport annuel qui sort sur le bonheur, qui est commandité toujours par l'ONU, montre que le Togo est toujours en dernière position. Les pays les plus malheureux au monde, le Togo avait toujours occupé la première place. Les pays les plus malheureux au monde. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est des rapports, mon Dieu, qui le disent. Merci, monsieur Apom. Alors, monsieur Medodji, vous êtes avec nous? Il semble que monsieur Medodji a toujours un souci. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec sa caméra. Alors, monsieur Apom, qu'est-ce qui entache véritablement l'image? Puisqu'on parlait également de l'image du panafricanisme et l'avenir. Quand on veut parler aujourd'hui donc du panafricanisme, quelle est votre perception donc de l'avenir du panafricanisme en Afrique? Oui, je crois que aujourd'hui la jeunesse africaine est suffisamment formée, éduquée sur cette question du panafricanisme et ils arrivent à faire la part des choses, à trier le bon et la bonne graine de la mauvaise graine quand il s'agit du panafricanisme en Afrique. Il y a Omotunde qui avait déjà tracé la voie, il y a Médias d'Afrique qui est toujours en permanence en train d'éduquer la conscience panafricaine. Il y a beaucoup d'autres comme Nathalie Yamb qui sont en train de faire un grand travail de communication sur le panafricanisme. Il y a Kémy Seba qui est au front également. Donc, je crois qu'il y a une jeunesse aguerrie qui est déjà en train de faire un grand travail. Et j'ai confiance, j'ai foi en ce panafricanisme-là qui prend corps aujourd'hui dans presque tous les pays africains et qui va permettre à l'avenir, comme Sankara l'avait fait en éduquant la conscience citoyenne des Burkinabés, aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont en train de semer la graine. La génération future va grandir avec le panafricanisme et les futurs leaders qui vont prendre les pouvoirs dans les pays africains vont grandir avec ce panafricanisme, avec cette nécessité d'aller vers le panafricanisme. Et je crois qu'ils vont pouvoir définir des politiques et des stratégies au niveau national qui va permettre de converger vers ce panafricanisme-là où le but ultime du panafricanisme, c'est la création des États-Unis d'Afrique. Et c'est ça. Et je crois que beaucoup de pays, cette jeunesse qui vient et qui est en train de grandir aujourd'hui dans le panafricanisme va être imbibée dans cette dynamique et va commencer par initier, réfléchir sur les stratégies à mettre en place en tenant compte des erreurs de nos aînés, en tenant compte de tout ce que les aînés ont subi. Les assassinats de Sylvanus Olympio, de Thomas Sankara et de l'arrestation rocambolesque de Laurent Gbagbo, l'assassinat ignominieux de Kadhafi et autres, vont galvaniser, vont permettre à cette jeunesse-là de prendre conscience du danger et du risque quand ils s'engagent dans le panafricanisme et trouveront des stratégies pour pouvoir feinter, contrecarrer ou pour pouvoir réussir donc à s'imposer. Ils vont éduquer les nouveaux dirigeants des pays africains à cette nouvelle dynamique et je crois que beaucoup vont prendre le pouvoir dans cette dynamique-là et vont permettre de clore
ce panafricanisme-là et l'insérer même dans les constitutions et dans les stratégies nationales. Et je crois qu'à partir de là, le panafricanisme prendra corps. Je l'ai dit, la jeunesse n'est pas dupe. La jeunesse africaine n'est pas dupe. Les opportunistes seront identifiés. Aujourd'hui, beaucoup de pays, beaucoup d'autorités ou de dirigeants tiennent le langage panafricaniste. La jeunesse africaine les voit. Et s'ils ne disent pas encore quoi que ce soit aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont bien conscients de ce qui se passe et ils sauront trier le bon grain du mauvais grain. Vous l'avez dit, il faut ajouter l'acte à la parole. Et ceux que vous avez cités ne sont pas des gouvernants. Et reste à savoir si, par exemple, les gouvernants n'emboîtent pas les pas par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on dit probablement sur toutes les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux, qui prendra donc la lourde tâche donc d'aller au front, comme vous le dites vous-même. Monsieur Amedodi, dites-nous, quelle est votre vision de l'avenir du panafricanisme en Afrique avant qu'on en vienne à la conclusion? D'accord. Moi, je crois qu'il faudrait protéger vraiment le panafricanisme qui est en danger. D'accord? Ça, c'est le premier aspect. Et deuxièmement, nous attendons des dirigeants qui prônent le panafricanisme de joindre les actes à leurs propos. J'en prends pour preuve un seul exemple. Actuellement, l'Afrique est victime, je peux dire, d'un fléau économique. Et les analystes politiques économiques, ou en tout cas beaucoup de rapports, disent que, en tout cas en ce qui concerne les pays francophones, ils sont défavorisés par leur système économique et système monétaire. C'est-à-dire ce qu'on appelle au niveau international les termes de l'échange. Ok? Savez-vous par exemple que dans les pays développés, aucun jour ne passe où les gens ne boivent du café ou du cacao. D'où viennent ces produits-là? Principalement de l'Afrique. Mais l'Afrique ne retire aucun gain de ces produits-là. Lorsque je parle du cobalt, par exemple, ou du coltan, qui servent à la fabrication des appareils électriques, qui servent à la fabrication des batteries des véhicules électriques, savez-vous que c'est au Congo, en RDC, où il existe le plus grand gisement au monde? Qu'est-ce que les RDC en retirent? Donc, nous, on attend. J'ai entendu le Félix Tshisekedi, dire qu'il est panafricaniste également. Mais est-ce que il suffit de déclarer ou de clamer haut et fort qu'on est panafricaniste ou panafricain, mais de ne rien faire pour que l'Afrique retrouve sa souveraineté, sa dignité? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je dis qu'il faudrait être très, très vigilant, je dirais même très sévère vis-à-vis de de ces dirigeants, moi je parle bien des dirigeants, qui aujourd'hui cherchent à se faire passer ou bien prétendent qu'ils sont panafricains ou panafricanistes, mais qui ne font rien du tout pour que cette Afrique retrouve ses lettres de noblesse, ou en tout cas retrouve sa souveraineté, sa dignité et sa liberté. C'est très très important, sinon le panafricanisme serait encore un mode, un mode tout comme les autres, qui risque de passer d'un jour à l'autre sans avoir eu des effets concrets sur la vie et sur le bien-être des populations africaines. Le panafricanisme ne peut pas être un discours creux, un discours vague. Ça doit transparaître dans la vie, dans le quotidien des populations. Et c'est en cela que nous saurons que le panafricanisme qui a été prôné par Kwame Nkrumah, Sylvanus Olympio et par d'autres également est vraiment ce qu'il faut à l'Afrique comme tremplin pour sortir de la misère dans laquelle, ou en tout cas de la misère qu'on lui a imposée. Je termine par là. Ceux qui prétendent être panafricains, vous avez entendu parler de la problématique de la monnaie au niveau de la zone CFA, de la monnaie, le franc CFA, qui est, en tout cas, la monnaie qui est un attribut
de la souveraineté d'une nation. Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler de cela? Est-ce que les questions sont posées à nos parlements pour savoir si nous restons encore dans la servitude économique ou si nous allons sortir? Donc je dis, ces dirigeants-là, qui prétendent aujourd'hui être des chantres du panafricanisme, ne pourront pas duper beaucoup plus longtemps la jeunesse qui est éveillée, qui est consciente et qui attend des actes et non pas des discours. C'est l'avis de nos analystes aujourd'hui. Nous avons un autre téléspectateur en ligne, ami internaute. On va lui donner juste 1 minute et conclure l'émission puisqu'il ne reste que 3 minutes. Allez-y, vous êtes sur Afro TV, allez-y pour votre intervention. Alors? Oui, merci beaucoup pour l'opportunité. C'est Wadia qui revient encore. Oui. Moi, j'allais dire que le panafricanisme, il faut le dire, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, a évolué à peu près, je vais donner le chemin en dents de scie. Puisque dans les années de l'indépendance, les leaders qui étaient au sommet, qui affichaient clairement leur vision du panafricanisme. Et après cette génération, il y a eu la génération qu'on peut qualifier de cette génération des leaders qui a trahi un peu l'Afrique. Et aujourd'hui, la nouvelle génération qui est la jeunesse qui, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, trouve le moyen de pouvoir faire parler du panafricanisme. Et au vu de tout ceci, moi je dirais que le panafricanisme est resté trop longtemps dans du bruit. On est resté trop longtemps dans les dénonciations de ce que fait l'Occident, ce que fait les autres, ce que fait tel ou tel. Mais aujourd'hui, il est temps que le panafricanisme change et qu'il évolue vers la concrétisation. Qu'on soit dans les actes et les actions, qu'on oublie ce panafricanisme qui a existé depuis longtemps, où on est là à dénoncer ce que font les autres. Donc on doit évoluer, comme la Chine, comme la Corée, comme l'Inde, comme d'autres pays qui ont mené leur lutte calmement, sans avoir eu à tout moment dénoncer, accuser les uns et les autres, mais ils ont mis ça en application, ils ont travaillé et dire aussi que méfions-nous aujourd'hui de ce panafricanisme voilé de certains dirigeants qui durent au pouvoir après tout aujourd'hui, quand ils voient qu'ils sont un peu lâchés, ils commencent par revenir se déguiser en panafricanisme et autres. Donc vraiment, faisons attention à ça et qu'on rentre dans l'action et qu'on oublie cette politique ou ce panafricanisme de dénonciation pour toujours. Merci. Monsieur Apom, votre conclusion pour cette dernière partie? Merci. Je crois que je suis dans le même sens que l'intervenant. Le panafricanisme de discours doit céder la place au panafricanisme de l'action. Et je l'ai dit en citant le colonel Kadhafi, qui était un panafricaniste opérationnel. C'est quelqu'un qui avait voulu jeter les bases concrètes du panafricanisme et qui malheureusement a été assassiné. Mais aujourd'hui, le panafricanisme, pour le sauver, le protéger, il faut continuer par éduquer, par sensibiliser, par promouvoir le bien fondé de cette dynamique-là. Et je crois que si la graine est semée, nous on partira, mais je crois que ça naîtra. Ça va naître de la génération qui suit. Parce que, je l'ai dit, le panafricanisme a de l'avenir. Parce que il y a des gens qui en parlent. Il y a des gens qui sèment la graine. La génération future va grandir dans cette dynamique de panafricanisme et trouveront facilement les moyens de lutter. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui luttent sont attaqués. Et la génération future, elle est là et nous voit. Donc, ils voient nos faiblesses. Dans cette dynamique-là, ils vont trouver les stratégies nécessaires pour contrecarrer les différentes attaques. Quand j'ai parlé du panafricanisme, j'ai également cité le fait que les premiers fondateurs du panafricanisme ont été tous assassinés. Et j'ai continué par la deuxième génération avec les Kadhafi qui ont été également assassinés, ainsi que les Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ils sont traqués également. Je crois que la jeunesse qui arrive, en tout cas la génération future, comprendra mieux les outils
et pourront les utiliser en conséquence. Le panafricanisme a de l'avenir. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut continuer par éduquer afin que cette nouvelle jeunesse comprenne et pouvoir trier la mauvaise graine de la bonne graine. Parce que aussi, l'impérialiste ou le colonisateur est en train de créer d'autres panafricanistes frélatés, d'autres panafricains qui vont jouer le jeu afin de tuer dans l'œuf cette dynamique qui est en train de se mettre en place. Moi, je me suis engagé dans cette dynamique et je continuerai à ma façon à pouvoir semer aussi la graine à travers donc mes communications et sur les réseaux sociaux. Merci. Merci, Monsieur Léandre. Nous avons une voix féminine qui veut également conclure avec nous, qui vient de rejoindre les téléspectatrices. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Allez-y donc pour votre intervention. Oui, merci pour l'émission. Je remercie Monsieur Léandre et Monsieur Amedodi. J'ai trouvé l'émission vraiment pertinente et ils ont presque tout dit. Moi, je voulais tout juste ajouter que un panafricanisme qui ne profite pas au peuple africain n'a pas de sens. Quand je prends le cas du Togo, par exemple, plusieurs prisonniers ont été libérés, mais les prisonniers d'opinion publique, opinion politique, ils sont toujours gardés sans raison, sans jugement. Donc voilà aussi un élément très important de cette lutte. Ouais. Donc ceux qui sont arbitrairement arrêtés, nous prions ces autorités de les libérer aussi. Ça fait partie de ce mouvement panafricaniste. C'est tout juste ce que je voulais ajouter. Merci pour l'émission. Merci madame de nous avoir appelés. Alors, monsieur Amedodi est en ligne avec nous par audio. Aujourd'hui, on a un peu eu du mal à le joindre. Monsieur Amedodi, vous nous écoutez? Ok, allez-y. Pour votre conclusion, il n'y a pas de problème. On vous écoute, monsieur Amedodi. Merci, Maurice. En tout cas, toutes mes excuses pour les nombreuses interruptions, indépendant de ma volonté. Je viens d'entendre ici Picsou par rapport à sa réflexion sur les actes posés ou que continuent de poser ceux qui prétendent être des panafricanistes, c'est-à-dire arrêter et jeter en prison sans jugement des gens qui exercent leur liberté d'expression, leur liberté de réflexion. Là, je pense que c'est vraiment pas des actes dignes des panafricanistes. Donc, il faudrait que ces personnes-là, qui aujourd'hui cherchent à redorer leur blason, fassent attention à ce qu'ils font ou en tout cas posent des actes concrets allant dans le sens des dirigeants qui ont une vision pour cette Afrique. Comment voulons-nous construire l'Afrique lorsque les citoyens sont systématiquement bâillonnés, sont privés de leur droit de s'exprimer, de réfléchir ou en tout cas de participer à la vie de la nation? C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays, et en l'occurrence au Togo. Donc, en conclusion, moi j'aimerais bien, en partant de ce qui se passe sur le continent africain, lancer encore, ou en tout cas en appeler à la conscience des dirigeants togolais qui veulent faire du Togo. Et c'est en leur honneur, ou bien c'est en leur, j'allais dire, c'est une bonne chose pour le Togo. S'ils veulent faire du Togo ou en tout cas le carrefour du panafricanisme, qu'ils commencent à le faire au niveau national également. Je termine par là. Vous savez, il y a un adage togolais qui dit que lorsque une chèvre lorsque la viande d'une chèvre, pour être sûr que la viande d'une chèvre soit bonne, il faut que c'est dans sa démarche qu'on le voit. Ou en tout cas, c'est ce qu'on dit également, Molière a dit, aux âmes gainées, la valeur n'attend pas le nombre d'années.
C'est-à-dire qu'il faudrait que dans les actes concrets, les dirigeants africains, en l'occurrence les dirigeants togolais, montrent réellement qu'ils sont des panafricanistes convaincus, pas seulement dans les propos, dans les discours qu'ils tiennent, mais dans les actes qu'ils posent quotidiennement. Et en cela, nous les Togolais serons vigilants et intransigeants par rapport aux actes qu'ils posent. Merci. Nous croyons de notre côté que les dirigeants, tous les dirigeants de n'importe quelle nationalité ont commencé par poser des actes et nous n'avons de parti prise. Merci infiniment d'avoir été des nôtres aujourd'hui, Monsieur Apom. Vous êtes analyste et défenseur des droits de l'homme. On a eu le privilège de recevoir également Monsieur Amedoji, Koko, citoyen engagé. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous trouverez toujours nos émissions en coupure sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-nous l'honneur donc d'étendre toutes ces émissions, de les réécouter. Vos suggestions sont les bienvenues. On se revoit pour un autre numéro de votre émission Avis de la diaspora. Bon, bonne suite de nos programmes sur la meilleure antenne de la diaspora africaine. Ciao, bye. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité.